Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum, vice-président de la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions. Il est l'invité de Mamoudou Ibra Kane. Les assises nationales, 10 ans après les réserves du président Macky Sall, quel candidat pour les assises lors de la présidentielle de l'année prochaine? L'économie, la dette, le pétrole et le gaz et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. L'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum face à Mamoudou Ibra Kane, le Grand Jury, dimanche 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore de la fidélité renouvelée. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche 3 juin 2018 l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum. Bonjour. Bonjour Mamadou. Vous avez été le modérateur des Assises nationales, vice-président de la Commission nationale des réformes institutionnelles dirigée par le président Amadou Mahtar Mbow. Sous sa présidence d'ailleurs, les Assises nationales du Sénégal se sont tenues entre le 1er juin 2008 et le 24 mai 2009. Cela fait 10 ans, jour pour jour, on peut le dire ainsi. Ces assises, rassemblé plus de 140 acteurs de la vie publique sénégalaise, représentants de partis politiques, de la société civile et personnalités diverses. Vous en étiez, en un mot, une des pièces maîtresses, pour ne pas dire cheville ouvrière. Mais avant de parler des assises, Monsieur le Premier ministre, vous avez dirigé le gouvernement du Sénégal sous la présidence Abdou Diouf. Vous êtes un commis de l'État, en réserve de la République, comme on dit. Le discours de nos hommes politiques. Il y a tout un débat depuis une dizaine de jours autour du propos de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck sur la centralité de la Mecque par rapport à Jérusalem. Il y a également la déclaration du président Macky Sall sur les tirailleurs sénégalais parlant de desserts qui leur étaient servis pour expliquer que la colonisation n'avait pas que des aspects négatifs. Vous, commis de l'État, en réserve de la République, vous qui connaissez la République, quel mot avez-vous à dire sur ces propos et à l'endroit des Sénégalais? Merci Mamadou. Ce que m'inspire ces dérapages dans le discours officiel des hommes d'État que nous avons enregistré ces dernières semaines. Je pense que c'est ça nous rappelle que l'État n'est pas une structure informelle qui vogue allègrement sur des flots tout à fait calmes de tout temps, sans, disons que on arrive à une formalisation, à une normalisation des postures, des discours, de la prise de parole, parce que ce soit l'homme politique, le chef de l'État comme le chef de parti, ils sont en représentation de la population pour l'un, représentation de ses militants, de ses affidés et de tous ceux qui croient en lui pour l'autre. Et ce discours doit passer par un tamis? Il doit être filtré de telle manière que, ou en tout cas maîtrisé quand il s'agit d'improvisation, de telle manière que on puisse y retrouver une parole qui engage la République après avoir été vérifiée par tous ceux qui doivent le vérifier. Les improvisations, c'est un risque qui est souvent pris par les hommes politiques et on ne peut manquer de le faire souvent dans cet exercice. Mais la prise de parole doit être extrêmement bien normée pour faire en sorte que dans sa posture de représentant, l'homme politique ne disent des choses qui après, disons, provoquent un peu l'hilarité générale ou l'irritation ici et là pour
le cas de Idrissa Seck. Et je pense que nous avons en tout cas beaucoup à apprendre de ces deux incidents par rapport justement aux assises nationales. Je crois que c'est une belle introduction parce que l'un des constats qui avait été fait pendant la période qui a suivi 2000, c'est qu'il y avait une informalisation rampante de la République et qu'il fallait arrêter. Et cela faisait partie d'un diagnostic qui appelait en fait des thérapies appropriées par rapport à la restauration de la République dans ses fondements. Quelle doit être l'attitude de l'homme d'État quand son discours constitue finalement un dérapage, voire une bourde? Quelle doit être son attitude? L'attitude doit être, je pense, d'humilité, parce que c'est on sait un risque calculé. A demandé pardon. Le président de la République, pour le moment, il n'y a pas de réaction depuis cette sortie sur les tirailleurs sénégalais. Je pense que le moment venu, le président de la République trouvera l'occasion et les moyens et le discours, je crois, pour rectifier les choses. Il ne peut pas le faire sans doute avec la même facilité et agilité que Idrissa Seck, mais il le fera, je suis à peu près sûr dans un discours. Oui, mais son conseiller spécial, Abdoulaziz Diop, dans Remue-Ménage avec Alassane, le grand juriste se constitue aujourd'hui un peu en prolongement, dit il n'y aura ni regret ni excuse. Je pense que son conseiller spécial a trop vite parlé. Je ne suis pas sûr que le président de la République ne rectifiera pas cette bourde. Quand on voit comment tout cela est traité dans la presse, dans les réseaux sociaux, je crois que à tout le moins, le président attentif à l'image de la République saura réagir, peut-être pas dans le vif comme ça et en se précipitant, mais il le fera. Nul ne sait, y compris un conseiller, ce qui se passe dans la tête d'un président de la République. Non, et quand donc, il prendra sa décision, il ne sera pas associé. Mamadou Lamine Loum, ancien Premier ministre, cela fait 10 ans donc aujourd'hui que les assises nationales se sont tenues. Le comité national des partis s'est réuni samedi, si mon information est bonne, pour procéder à une évaluation. Quel souvenir devrions-nous garder des assises nationales? Gardez-vous plus précisément des assises nationales? Le comité, le CNP s'est réuni effectivement hier, samedi, mais c'était plutôt pour acter la prise de décision au sujet de la création d'un institut des assises nationales que le précédent CNP avait commandé à un groupe de travail ad hoc pour que cette institution puisse prendre la relève du groupe de travail et de suivi qui avait été créé entre les deux tours à l'occasion de l'investiture entre guillemets de Macky Sall pour l'appel en tout cas voté au second tour pour Macky Sall au deuxième tour. Et ce GTS ferait une mue pour devenir un institut, une organisation pérenne, non organisée sur le bénévolat, non organisée sur le mode de l'intermittence et de la discontinuité, mais qui travaillerait à temps plein avec des experts, bien sûr avec tous les acteurs associés des assises nationales pour lui donner une dimension populaire, mais travaillerait à faire en sorte que tous les jours, et à des périodicités requises, trimestrielles, quadrimestrielles, semestrielles, ce sera selon, on puisse faire le point sur les écarts qu'il y a entre les normes, des principes et valeurs arrêtés par les assises nationales dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, aussi bien pour l'État que pour la société, et les comportements et les situations effectives que l'on constate, de manière à interpeller les différents acteurs
que sont les acteurs du jeu politique, du jeu économique et du jeu social. Donc voilà, il va le faire bien sûr en faisant de l'évaluation, mais il va le faire également en faisant des études pour approfondir et mettre à jour les thèmes des assises nationales sur les solutions qui requièrent des mises à jour. En termes d'évaluation, que peut-on dire de l'application des conclusions des assises nationales 10 ans après? 10 ans après, on est bien loin du compte. Le verre n'est même pas à moitié plein ou non, à moitié vide. Il n'est pas plein au quart, disons. Pour être généreux, il n'est pas plein au quart. Pourquoi? Parce que les principes et l'esprit des assises nationales, ce sont quand même des principes tels que l'éthique, l'équité, le traitement, disons, impartial, la justice. C'est cela les principes et valeurs des assises nationales. Et quand on fait le point, bien sûr, dans tous les secteurs, on se rend compte que en relisant le diagnostic, on se retrouverait à peu près peu ou prou le diagnostic que l'on avait en 2008 quand commençaient les assises nationales. Donc, bien sûr, il y a un écart important, énorme à la norme qu'il faudra analyser, creuser. Et d'ailleurs, les acteurs des assises nationales dans leurs différents domaines, pas seulement les acteurs étatiques, mais les acteurs de la société civile, les partis politiques, les régulateurs sociaux, etc., les opérateurs économiques, les syndicats de travailleurs, tous devront faire cette introspection pour voir quels sont les écueils qui ont pu empêcher la mise en œuvre des principes et valeurs des assises nationales et bien sûr et aussi des conclusions de la CNRI, bien sûr. Les assises nationales ont été synthétisées dans ce qui est convenu d'appeler une charte de gouvernance démocratique, un rapport de synthèse d'une 50aine de pages, abordant la plupart des problèmes. Combien de pages, pour être précis? 200 pages, déjà. Alors, abordant la plupart des problèmes auxquels le pays est confronté, droits de l'homme, corruption, boulimie foncière, de fait un bilan assez sombre de la gestion passée du président Wade. Cette charte de la gouvernance démocratique se structure autour d'une vision pour le Sénégal, de valeurs, du modèle de gouvernance, de la gouvernance politique, des institutions et de la liberté citoyenne, de la gouvernance sociale, du rôle de la diaspora, du rapport du Sénégal avec l'extérieur, de la gouvernance économique et environnementale. Signataire de la charte de gouvernance démocratique et candidat investi par les assises entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012, le président Macky Sall a déclaré que les assises nationales ne sont ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah. Souscrivez-vous aux réserves exprimées par le chef de l'État? D'abord, la question est plus nuancée que cela. Je pense qu'on a parlé à un moment donné de réserve du président, et puis ensuite il y a cette dernière sortie au sujet de la comparaison entre le Coran, la Bible, la Torah et les assises nationales. La première chose qu'il faut réitérer et dire, c'est que il ne peut pas y avoir de réserve sur la signature de la charte de gouvernance démocratique des assises nationales. C'est un contrat d'adhésion, comme celui que vous signez avec la Sénélec ou à la Sénélec. Vous ne pouvez ajouter aucune virgule, vous pouvez changer aucune virgule. Je l'ai dit et redit plusieurs fois. Je pense qu'il faut vraiment que ce débat s'arrête parce qu'il n'a pas de sens. Ça n'est pas possible. Bien, donc il n'y a pas de réserve possible. Maintenant, la sortie sur la comparaison entre le Coran, les livres sacrés que sont le Coran, la Bible et la Torah et les assises nationales, je serais tenté de dire le président a tout à fait raison. Je crois qu'aucun acteur sérieux des assises nationales n'a entendu dire que c'était un livre
disons, comparables à ces de livres saintes saints écritures. et de saintes écritures. Voilà, c'est des écritures qui sont profanes, vraiment, et tout à fait laïques, qui prennent en charge les préoccupations, aspirations, quêtes des citoyens sénégalais à un moment donné, et qui essaient de leur trouver des solutions durables. Mais avant cela, dans quelles circonstances le candidat Macky Sall, devenu président de la République, avait signé cette charte de gouvernance démocratique? Parce qu'il y a des questions de citoyens, celle de Sireba, qui dit est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer cette signature avec réserve? Jean-Jacques Lemaire qui nous dit qu'il nous écoute de Strasbourg, merci à lui comme à tous les autres internautes. Vous qui maîtrisez le contenu des assises nationales, dites-nous, Monsieur Loum, ce que l'actuel président a respecté et ce qu'il n'a pas respecté. Les questions sont là. Dans quelles circonstances il avait signé cette charte et aujourd'hui la mise en œuvre le président Macky Sall fait partie des premiers signataires de la charte de gouvernance démocratique. Entre les deux tours? Non. Bien avant. 3 ans plus tôt. Oui. Exactement le 29 mai 2009. Soit 5 jours après la restitution des travaux des assises nationales, soit bien avant l'immense majorité des 140 partis, associations et personnalités qui étaient membres des assises. Donc, la question ne se pose pas, il n'y a pas eu... Moi, j'étais présent à la séance, de signature. Et comme je l'ai dit, le protocole de signature n'ouvre pas droit à une possibilité même de réserve. Il y a eu des explications des échanges oraux entre le président Amadou Mokhtar Mbow et le président Macky Sall sur différents sujets, d'ailleurs qui aujourd'hui ne sont même plus sur la table. Je ne les entends même pas dans le débat politique aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est des questions qui n'étaient pas, disons, nodales, importantes pour la compréhension de l'enjeu. Terminez votre phrase. La compréhension de l'enjeu, c'était d'adhérer à une charte de gouvernance démocratique signée par tous ses pairs et en plus qui comportait une phrase importante et solennelle qui était que vous deviez faire dans vos postures, dans l'exercice de vos charges et responsabilités de tous les jours, vous deviez, en vous fondant sur le rapport, vous engagez dans votre comportement et votre action de citoyen et dans l'exercice de tout mandat et de toute responsabilité à mettre en œuvre et à veiller au respect de la présente charte. Donc chacun d'entre nous l'a signé. Qu'est-ce que le président Macky Sall a finalement respecté et qu'est-ce qu'il n'a pas respecté si nous devions faire aujourd'hui une évaluation? Je crois que d'abord ce serait, je pense, assez simpliste de faire le bilan du président Macky Sall en faisant la liste des points de recommandation, parce qu'ils sont très, 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 très nombreux, ou alors en restreignant le périmètre de responsabilité à sa personne, parce que le président Macky Sall est allé au second tour avec quand même des partis politiques qui l'ont accompagné et qui sont devenus après Benno Bokk Yakaar. Oui, mais il y en a deux principalement quand même qui constituaient déjà les deux principales forces politiques de ces assises. En tout cas, quand on parle des participants, c'est le PS et l'AFP qui sont toujours là aujourd'hui. Voilà, et qui l'accompagnent toujours. Donc, la responsabilité, je crois, doit être partagée. On peut parler aussi de la LD, du PIT, de tous les autres. Et tous les autres. Je crois que tous ces partis sont importants. Pas seulement en termes de poids électoral, mais également de pôle moral, témoin bien sûr des engagements réciproques et qui devait veiller aussi avec le président à ce que
les conclusions des assises nationales soient au rendez-vous. Avez-vous le sentiment que le PS, l'AFP et les autres y veillent vraiment? Je ne peux pas, je participe aux discussions. Ce qu'on m'en a dit, c'est que il n'y avait pas beaucoup de séances, disons, de travail sur ces thèmes. Je dois dire que dans les premiers moments du mandat du président de la République, il y a eu quand même une référence quasi continue aux assises nationales. Discours du 4 avril 2012. Du 3 avril. Du 3 avril, ensuite la journée des institutions en septembre, ensuite à différents moments, le président a eu même à la fin de l'année, il a eu à faire référence aux assises nationales, à l'esprit de la charte de gouvernance démocratique et même à une pérennisation des assises nationales à un moment donné qu'il était prêt à financer, et ensuite à une prise en charge par le gouvernement de la manière dont on devait appliquer assurer la mise en œuvre des conclusions et des recommandations. Il a même tenu des réunions avec nous et le Premier ministre de l'époque, Abdou Mbaye, pour lui demander de préparer cette mise en œuvre. Nous avons fait tenir par nos experts croisés, gouvernement et assises nationales, des réunions. Nous avons fait des réunions avec le Premier ministre. Et puis, à un moment donné, très vite, avant, je crois, à la fin de l'année 2012, le compteur s'est arrêté et il n'y a pas eu de suite à la prise d'acte qui devait consacrer cette prise en charge des conclusions des assises nationales qui étaient déjà annoncées dans le premier discours officiel du président. Parlant de discours, il vient de faire une compilation de ces discours depuis qu'il est au pouvoir. Le premier tome a été déjà publié. Titre générique de ces tomes, ils seront au nombre de 4, Convictions républicaines. Avez-vous le sentiment que ces discours du président Macky Sall sont conformes aux actes qu'il a posés par rapport aux assises nationales? Je n'ai pas eu l'heure de lire le livre. Comme la plupart d'entre nous, on n'a pas encore l'occasion de le lire. Cela je serais curieux d'avoir une lecture, une radioscopie des différents discours pour voir un peu ce qui aura été retenu et ce qui aura été omis et ce sur quoi on a mis l'emphase. Mais je pense que c'est déjà un exercice, je pense qu'il faut saluer, parce que dans un temps récent, la République était en train de perdre ses bonnes pratiques, d'avoir des discours écrits et qui nous engagent d'ailleurs, dans lesquels notre représentant, le président de la République, le représentant suprême, prend parole en notre nom et pour notre compte. Et dans un passé récent, il y a eu beaucoup de dérapages par des prises de parole à l'improviste, etc., qui faisaient qu'il était difficile à la fin de l'année de dire quelle a été la position du Sénégal, aussi bien dans des cérémonies qui se tenaient ici au Sénégal qu'à l'étranger. Et parce que les improvisations ont foisonné ça et là, et ont empêché un peu d'avoir un discours qui tienne le fil. Alors, si on revient aux bonnes pratiques, je pense que c'est tant mieux, ça c'est une bonne chose, et je lirai avec plaisir ce document pour voir un peu quelles sont les orientations des discours. Mais ça, c'est encore une fois la théorie. On pourra mettre ça, disons, en parallèle avec la pratique, comme on est en train de faire entre les assises nationales dans le texte et la réalité du vécu. Même si, je dois le dire, ma position de modérateur m'impose de le rappeler souvent et de le sériner. Les assises nationales, ça n'est pas, disons, un travail fait pour le président de la République. Il est un des acteurs, mais il n'est pas, disons, le seul acteur. Et
la somme de tous les acteurs intéressés par les assises nationales dépasse de très largement le gouvernement et l'exécutif. Mais il y a eu un rendez-vous quand même important, Monsieur le Premier ministre. Je rappelle que Mamadou Lamine Loum est l'invité du grand jury, lui le modérateur des assises nationales. Mais le rendez-vous important, c'est le référendum du 20 mars 2016 avec des réformes constitutionnelles. Mais l'avant-projet de constitution proposé par la CNRI n'avait pas été retenu par le chef de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment que ces réformes constitutionnelles du 20 mars 2016 ont été vraiment une réponse adéquate à vos recommandations? Non, cela a été dit en son temps et je le réitère, c'est dommage. Je pense que le Sénégal a raté un rendez-vous important avec son histoire, c'est celle de rompre avec la tradition des constitutions des chefs d'État. Parce que si chaque chef d'État vient avec sa constitution, on n'en a pas encore fini avec l'instabilité institutionnelle dans notre pays. Et de quoi il s'agit en parlant de constitution? La constitution, dans sa bonne acception, pas dans nos pratiques, disons, en Afrique, c'est depuis nos indépendances, c'est l'acte fondamental, la charte fondamentale du pays, telle que conçue par ses citoyens, où on doit retrouver l'ensemble de leurs aspirations et on doit retrouver également l'ensemble des valeurs auxquelles ils adhèrent et on y décrit l'organisation, bien sûr, l'énonciation des libertés, les droits et libertés, mais l'organisation des pouvoirs, c'est cela le système que nous avons dans les pays francophones. Dans la plupart des grandes démocraties du monde, la Constitution, c'est la charte fondamentale dans laquelle on reconnaît, les citoyens se reconnaissent dans les valeurs de la République. À charge pour leurs gouvernants de s'y conformer. Donc on est très loin d'une constitution de Senghor, d'Abdou Diouf ou d'Abdoulaye Wade ou de Macky Sall. La constitution, c'est la constitution du peuple. Et c'est le premier constat fait par les assises nationales. La constitution dans nos pays en Afrique est pas ou peu connue du peuple. Il faut que cela cesse et il faut que les nouvelles constitutions à faire soient largement inspirées par des consultations citoyennes. Vous en appeliez à un changement de constitution, d'où votre proposition d'avant-projet de constitution qui n'a pas été retenue. Son conseiller juridique, devenu par la suite ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, avait dit qu'il ne s'agissait pas de changer de constitution, mais d'apporter des changements à la constitution. Mais nous n'en appelions pas d'emblée à un changement de constitution. Oui, mais vous avez proposé un avant-projet de constitution. Non, nous avons produit. Oui, parce que le fond de la question, c'est que quand on entreprend ce travail de rédaction, de travailler sur un changement constitutionnel, on ne peut pas, a priori, savoir quel est le poids des changements qui vont affecter l'ordonnancement institutionnel et qui vont devoir être retranscrits dans la Constitution. Qu'est-ce qui arrive? On change de Constitution quand le poids des réformes fait qu'il ne s'agit plus de la même Constitution, ni en nature, ni en consistance, ni en configuration, ni en valeur. Et si maintenant d'emblée on avait des changements, si d'aventure on avait des changements qui touchaient simplement à des points de détail ou quelques points, disons, très limités, en ce moment-là, on ne change pas de constitution, on change la constitution. Donc la question de on change de constitution ou on change la constitution ne peut pas être une question préalable. Sinon c'est un non-sens, puisque la conclusion seulement des travaux aboutit à dire le poids de ce que j'ai change fondamentalement la Constitution et en ce moment-là, on va changer de Constitution. Mais vous dites que le dernier référendum a été finalement un rendez-vous manqué. Oui, parce que le travail produit par la CNRI, après avoir consulté les citoyens, c'est que
on s'est rendu compte qu'il y a des changements demandés par les citoyens dans leur écrasante majorité. Je rappelle que nous ne retenions que les décisions qui n'avaient pas plus de moins de 20%, plus de 25% de non. Ça veut dire qu'une décision qui devait d'amendement de la Constitution ou un changement ou une réforme ne devait pas avoir 25% de non. On estimait que 25% de non, c'est énorme pour changer les règles du jeu. La Constitution, c'est les règles du jeu, économique, social, politique. Les règles du jeu, elles doivent être arrêtées par une majorité forte. Maintenant, on a fait en sorte que nous, dans la commission de la CNRI, ces règles-là soient celles qui sont les mieux ressenties par les populations et qui n'appellent pas de fortes réserves. Et ce que nous appelions forte réserve, c'était un quart. S'il y a un quart de citoyens qui disent non, on ne retient pas la règle. Le fameux quart bloquant. Voilà. Mais un autre point concret, êtes-vous rassuré par rapport au verrouillage du nombre de mandats impartis au président de la République à la Constitution actuelle? Non, mais de toute façon, si on avait suivi les conclusions de la CNRI, la même question serait posée. Tout dépend de la manière dont c'est rédigé. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que avec l'avis du Conseil constitutionnel, effectivement, tous les observateurs sérieux sont en droit de se poser des questions sur le blocage. Oui, il n'est pas exclu que demain, si d'aventure le président Macky Sall avait un deuxième mandat, que la question ne se posera pas à la fin du deuxième mandat, tel que le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Il n'est pas exclu que quelqu'un se lève et dise bon, nous avons les deux mandats s'appliquent à partir des mandats de 5 ans. On constate que le débat est revenu presque un peu partout, alors qu'on avait cru l'avoir réglé définitivement en Côte d'Ivoire, pas plus tard qu'hier, la Guinée, la Mauritanie, le Togo. Oui, c'est un signe des temps. Vous pensez aussi que c'est un problème qui se pose au Sénégal? C'est un signe des temps. Le Sénégal aurait dû donner l'exemple. Le Sénégal a un passé politique plus remarquable en termes de démocratie que ces pays. Et on l'attendait du côté des pays qui donnent l'exemple. Donc, nous devons faire en sorte de débarrasser notre texte et notre pratique constitutionnelle de toutes ces scories qui ne font que retarder le développement de notre pays et qui ne sont pas la République. Parce que la République, c'est quand même le mandat limité, ce n'est pas la royauté, c'est ça la différence. C'est la robe d'État que l'on choisit quand on entend limiter les mandats et les faire tourner entre les citoyens capables qui ont la confiance du pays, de manière à ce que le plus grand nombre possible de Sénégalais qui se sentent en situation de diriger la République le fassent. Et tout ce qui concourt à allonger les mandats, à inventer des interprétations plus ou moins obliques pour arriver à étirer le mandat, je pense que ça fait partie des éléments de déstabilisation et de subversion. Et c'est pour cela d'ailleurs que chez nous, aussi bien les constitutions que les élections sont conflictogènes parce que elles sont des sources de troubles, de morts d'hommes, de beaucoup de bagarres. Et je pense que c'est les citoyens qui ont intérêt à ce que, à l'avenir, la prochaine constitution du Sénégal qui devra être bâtie soit la constitution du peuple, à charge pour ses dirigeants de s'y conformer. Vous parlez déjà de prochaine constitution, ce qui veut dire que Mamadou Lamine Doum n'est pas satisfait de la constitution actuelle. Le Mamadou Lamine Doum et tout le peuple des assises, tous les gens qui ont été aux assises nationales et qui ont adhéré à la charte de gouvernance démocratique, tous les membres qui ont travaillé avec nous à la CNRI, bien sûr, ont constaté que le changement constitutionnel de 2016
ne fait pas justice du travail remarquable. Il y a quand même remarquable qui a été fait par cette équipe, qui a simplement pris en compte les desiderata des citoyens et qui s'est autocensurée elle-même en ne faisant pas montre de ses préférences. Et ça, je pense qu'on ne le dira jamais assez, c'est un travail d'une méthode à toute épreuve. Il y a le parrainage citoyen qui est un changement qui a été introduit et qui va s'appliquer à toutes les élections désormais, notamment l'élection présidentielle de février 2019. C'était une recommandation des assises nationales? Non. Et c'est peut-être par là qu'on aurait dû commencer. Quand le parrainage c'était pas une recommandation des assises nationales. Là, n'oubliez pas que sur ce point, les assises nationales les assises nationales, mais aussi la CNRI, surtout la CNRI qui a préparé le projet de constitution, avait arrêté le principe que les partis politiques, on devait bien sûr étendre la participation des indépendants à toutes sortes d'élections, mais que en ce qui concerne les partis politiques, la solution se trouve dans la régulation des partis politiques. Le financement Nous avons fait le travail, notamment. Le financement d'une part, oui, mais la régulation. Nos travaux avaient abouti à ce que l'ensemble des partis politiques du Sénégal, au moment où nous travaillons sur le projet, étaient passibles de dissolution si on appliquait la réglementation. Donc la question, oui, et c'est écrit noir sur blanc dans le rapport truqué au président de la République. Le Sénégal se serait réveillé sans parti politique. Oui. Comme un jour on s'est réveillé sans police. Mais nous avons, oui, mais ça n'avait pas de chance d'être aussi dramatique parce que dans sa grande sagesse, la CNRI a proposé de laisser aux partis politiques le temps qui s'écoulerait jusqu'à la fin du mandat présidentiel pour se mettre en règle par rapport sinon de se voir appliquer les règles prévues par la loi. Donc il y avait une période probatoire dans laquelle on installait les partis pour leur permettre bien sûr de se mettre en règle, en étant sûr qu'en ce moment-là on n'aurait pas 300 partis. Donc la rationalisation des partis politiques, elle passait par là. Et c'est dans le cadre de cette rationalisation que la CNRI a proposé qu'il y ait un parrainage à la Constitution pour un certain nombre de voix, je crois que c'était 10 000 ou 2 000 par région, et dans 10 des 14, au moins 10 des 14 régions du Sénégal. Mais pas comme moyen de participer aux élections. Donc, la modalité était un peu différente. Il ne s'agit pas du même parrainage. Vous avez des réserves sur le parrainage citoyen? Ce n'est pas que j'ai des réserves moi-même sur le parrainage, parce que je considère ce que j'ai c'est une réserve de principe là-dessus, en ce qu'il ne découle pas d'un consensus sur les règles du jeu. Les règles du jeu politique et social doivent être bâties sur un consensus fort qui n'écarte pas les adversaires des discussions et dont les discussions sont menées à temps, mais ne doivent pas être bâclées sous l'empire simplement du délai qui va s'écouler d'ici les élections, parce que ça, c'est la faute du gouvernement. Gouverner, c'est prévoir. Dès les élections locales passées, on savait très bien qu'il y avait une certaine tendance à une inflation des candidatures qui s'est vérifiée avec les élections législatives. Et les élections législatives sont terminées depuis l'année dernière. Les discussions auraient pu être menées à temps pour arriver à avoir un consensus. Moi, depuis 63 à la Coupe du Monde, 62, sûrement. On parle de mettre des caméras sur les terrains de football. Il n'y a pas. On a cherché le consensus. Cette année, encore que l'UEFA ne l'applique pas, on aura peut-être la chance de l'avoir appliqué à la Coupe du Monde. Nos constitutions ne sont pas moins importantes que les règles de l'International Board du football. Mamoud Lamine Loum, pouvons-nous nous attendre
à ce que le peuple des assises, comme on l'appelle communément, investisse un candidat pour l'élection de 2019? Je ne pense pas, parce que la question a été posée déjà en 2012. Le peuple des assises n'a pas investi un candidat dès le premier tour. C'est entre deux candidats passés, les deux candidats qui sont sortis premiers, qu'il a fallu choisir un. Donc, et je dois dire, il a fait à son corps défendant. Son président n'avait pas pris position quand Macky Sall est venu lui demander le soutien des assises. Lui-même a convoqué un CNP et il a fallu que pendant près de 3 heures, Macky Sall discute avec le CNP et décroche le soutien du CNP. Donc, ça n'est pas quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que les assises nationales, c'est un concentré, Mamadou, de la société sénégalaise, les partis politiques, les associations de la... N'oubliez pas, vous aviez les partis politiques et les associations de la société civile, sauf ceux qui étaient simplement au pouvoir. Et encore, il y a eu des membres de partis qui sont venus participer aux assises nationales. Dans les 45 départements ici, on avait des commissions thématiques à Dakar, mais nous avions dans les départements des CDD qui travaillaient. Et vous aviez aussi pratiquement l'ensemble des syndicats du Sénégal, l'ensemble des organisations patronales, sauf le CNP. Le CNCR, les assises nationales, c'était l'ensemble de la République. Moi, j'ai vu très peu de gens qui n'en ont pas fait partie. Alors, à partir de ce moment-là, c'est quand même le règne de la diversité. Et c'est également la promotion de ce qui les relie. Ce qui les relie, c'est la citoyenneté. Les assises nationales, c'est un pari pour la citoyenneté. C'est pas la citoyenneté émancipée, la citoyenneté active, la citoyenneté comme étant la cible déclarée par tous les textes, y compris la Constitution, dans la gestion des affaires publiques. La cible est le bénéficiaire, mais qui de fait ne l'est pas. Et c'est ça qu'il faut retourner. Il faut faire en sorte, oui, moi j'appelle à... je serais heureux si les citoyens membres des assises nationales, aujourd'hui pour les élections prochaines, avaient une liste des questions principales les plus importantes et se disaient, nous voulons que ce soit pris en charge par les différents candidats et nous nous prononcerons aux prochaines élections en fonction du degré de satisfaction par rapport aux réponses à cette question, y compris de la part de ceux qui sont au pouvoir que de tous les autres candidats qui sont sur la place. Une question que vous posent les internautes. Mamadou Lamine Loum, candidat à l'élection présidentielle prochaine? Non, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas d'ambition présidentielle? J'avais déjà dit ici dans ce studio que je n'ai pas d'ambition personnelle pour la République. Je l'ai servi pendant un quart de siècle jusqu'aux fonctions de Premier ministre. Cela ne veut pas dire que tous les anciens Premiers ministres doivent être présidents. Et donc, nonobstant le fait qu'un bon patriote ne s'appartient pas, je n'ai aucun agenda là-dessus. Et si on venait vous chercher? J'aviserai. Je répondrai, mais j'ai déjà répondu. On est venu me chercher plusieurs fois, presque chaque jour, chaque semaine. À chaque fois, vous avez dit non. J'ai toujours répondu non. Et cette fois-ci, vous direz non aussi? J'en ai bien peur. Très bien. On verra la suite. L'élection est prévue dans à peu près 10 mois. Mais je vous renvoie à votre texte. Déclaration de politique générale, c'était en 1998. Une façon de vous introduire sur le plan Sénégal émergent, sur l'économie sénégalaise de manière générale. Vous dites dans la conclusion de votre DPG, tenez-vous bien, en juillet 1998, faire du Sénégal un pays émergent et une démocratie, c'était en août plutôt, le 12 août 1998. Faire du Sénégal un pays émergent et une démocratie majeure au début du 3e millénaire, tel est le mandat que le chef de l'État a fixé au gouvernement que j'ai l'honneur de conduire et tel est le mandat que nous avons accepté de prendre en toute connaissance de cause. Pays émergent. Aujourd'hui, c'est le plan Sénégal émergent. Vous en avez parlé en 1998 déjà, mais vous n'en avez pas fait une vision.
Vous n'avez pas fait un plan, un programme. C'est ce que fait aujourd'hui le président Macky Sall. Quelle est votre appréciation du PSE? Le PSE je pense, est un bon programme, disons, de travail de gouvernement, mais n'est pas un plan au sens du plan prospectif qui doit, à l'échelle d'une génération sur 25 ans, prendre en compte les objectifs du projet de société partagé par l'ensemble des Sénégalais. Horizon 2035 par exemple, si vous voulez. C'est ce 2035, oui, voilà. Oui, c'est la vision du PSE. Oui, c'est pas la vision, c'est l'énoncé que le PSE a ajouté sur le mandat. Le PSE n'avait pas été fait pour 2035. C'est quelque chose qui a été ajouté quand nous avons fait la critique aux experts que leur horizon était très court et qu'on ne voyait pas au-delà. Et n'oublions pas, avant 2012, le président Wade avait préparé un projet pour 2035 qui était au stade de projet, donc qui était déjà, mais dans le détail, qui avait été déjà détaillé. Et donc la critique a été faite par certains que on n'allait pas bien loin sur 10 ans. Et donc, on a ajouté 2035. Mais on n'a pas décliné, si vous regardez, cela en termes de programme. C'est simplement une allusion, une énonciation. Donc, c'est un programme de 10 ans, c'est un programme décennal. Moi, j'aurais préféré avoir les anciens plans là et ensuite avoir une étude prospective, mais qui ne soit pas un projet du président Macky Sall, qui ne soit pas un projet du gouvernement, ce qui est un projet du peuple entier. En termes de vision de société, à charge pour les candidats aux fonctions politiques à venir montrer comment ils peuvent arriver à ce point oméga avec le minimum, dans le minimum de temps, avec le minimum de coûts financiers, coûts humains, etc. La fonction des politiques dans un plan prospectif, c'est de dire comment j'arrive au résultat par mon idéologie, ma doctrine, par les moyens les moins coûteux en ressources et les moins chronophages, donc qui nous prennent le moins de temps. Alors, c'est Premier cela. ministre, Mais ministre du Budget, ministre de l'Économie, vous avez occupé toutes ces fonctions. Justement, votre avis sur le PSE est important, mais je prolonge un peu ma question. Entre croissance de 7,1 ou 2%, endettement jugé énorme, lourd, on est autour de 61% du PIB. On parle même de situation financière tendue. Le directeur du budget a dit récemment sur RFM que les caisses de l'État étaient bien pleines. Le directeur du budget... oui. Comment qualifieriez-vous j'ai pas suivi. Comment qualifieriez-vous l'économie sénégalaise, les finances publiques de manière plus particulière? Bon, l'économie sénégalaise se porte, disons, de manière plutôt appréciable par rapport au passé récent, par rapport à notamment 2011-2012, en termes de croissance, de production, disons, en création de richesses. On a créé plus de richesses au Sénégal dans ces dernières années, et notamment pendant le mandat du président Macky Sall, que dans le mandat précédent. Ça, c'est sûr. Mais l'économie, ça n'est pas que la croissance. Ce n'est pas que la création de richesses. Il y a la répartition des richesses, il y a la pauvreté, il y a le commerce extérieur, il y a les questions d'emploi, il y a les questions de finances publiques, ce n'est qu'un des points. Et c'est le total de tout cela que l'on peut regarder et juger un cadre macroéconomique. Donc, le cadre macroéconomique, si vous voulez le juger, il est plutôt mitigé. La croissance est bonne, dans notamment ces dernières années. À part l'année controversée, la première année où le taux de croissance a subitement augmenté de 2 points, alors que les services de la statistique avaient donc donné des chiffres plus bas, mais c'est le chiffre
politique qu'il a emporté à la fin. Mais à part cette année, je pense que les autres années, on a des taux de croissance qui sont notablement améliorés. Mais malgré tout le reste, oui, mais parce que la pauvreté ne recule pas, les chiffres le disent, les finances publiques ne se portent pas bien, l'endettement augmente. La tension financière dont on parle, elle est perceptible selon vous? Elle existe depuis un certain... On le sentait. Quand on est un spécialiste, moi j'ai vécu dans ça. Mais quand le directeur du budget rassure en disant que les caisses de l'État sont pleines... Non, le directeur du budget n'est pas c'est parce qu'il s'adresse à des journalistes qui ne connaissent pas, mais le directeur du budget n'est même pas la personne que vous auriez dû interroger pour demander est-ce que les caisses sont pleines, puisqu'il ne tient pas de caisse. Il y a une tension financière au Sénégal aujourd'hui? Oui, c'est clair. Je pense que les différents créanciers de l'État le sentent, que ce soit les écoles privées supérieures, les étudiants, les bailleurs qui louent des maisons à l'État, les entreprises de travaux publics. Pourquoi, à votre avis, il y a un manque d'argent dans le pays? Oui, mais probablement parce que les résultats... Alors qu'on parle d'un eurobond d'au moins 1200 milliards de francs CFA. Oui, parce que probablement c'est ce qu'il fallait pour couvrir le déficit du budget. Le budget, disons, demandait que l'on puisse mobiliser un montant approximatif, je crois, de cet ordre pour financer les opérations de l'État. Mais ça, c'est une fuite en avant et également une consommation du blé en herbe, puisque les Sénégalais actuellement sont en train de consommer par anticipation les revenus qui vont leur venir dans les années à venir. Et je pense que surtout l'eurobond de 30 ans et l'eurobond c'est pas 10 ans? Non, l'eurobond de 10 ans et l'emprunt en dollars sur 30 ans, je pense que ce sont des opérations qui peut-être un peu trop précipitées, qui demanderont sans doute des traitements pour pouvoir être, disons, acceptables pour les finances publiques et pour éviter ce qui s'est passé avec l'eurobond de 2011 qu'on est en train de couvrir pour pouvoir le payer cette année et l'année prochaine. Donc, je pense qu'il faudra sans doute traiter cet eurobond-là dans les conditions financières qui ont été acceptées, parce que payer un eurobond, un emprunt en dollars de 30 ans d'échéance sur les 3 dernières années, en 2038, 2046, 47, 48, ça me semble, et payer 2 milliards de dollars d'intérêt pour 1 milliard de dollars de prêt, c'est quand même très cher payé. Oui. Et je crois qu'il faudra qu'on soit plus également conformément aux conclusions des assises nationales, qu'on gère beaucoup mieux les finances publiques, et on apprenne à gérer mieux les finances publiques dans notre pays. Mamadou Lamine Loum, j'aurais bien voulu prolonger ce débat. Malheureusement, c'est terminé cette émission, alors qu'on n'a pas pu évoquer, par exemple, les ressources pétrolières et gazières. Ce n'est que partie remise, et peut-être avec El Hadj Assane Gueye, qui fera tout à l'heure l'entretien en Wolof et qui sera diffusé entre 14h et 15h. Je rappelle, l'invité du grand jury, Mamadou Lamine Loum, ancien Premier ministre, modérateur des Assises nationales. À la technique, Abdoulaye Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Présentation, Mamoudi Brakan, Ousmane Gueye. J'étais piqué 4 minutes. Toutes mes excuses. Merci, bon journal, bon dimanche et rendez-vous dimanche prochain. Merci, Mamoudou.